Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 29 décembre 2021. Une ville verte en Guinée avec plus de 50 000 logements. L'accord cadre est déjà signé. Les groupes contractants sont actuellement à Conakry pour une visite du site. Et puis l'école nationale d'agriculture et d'élevage de Massanta est dans un piteux état. Les étudiants sont actuellement sous des hangars. Le préfet se dit indigné. Enfin, Miss Saramba a regagné Conakry hier soir. Le concours Miss Monde a été repoussé pour cause de Covid-19, mais Saramba a été accueillie comme si elle était revenue avec la couronne de Miss Monde en Guinée. Les échos, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, une ville verte avec plus de 50 000 logements. L'accord cadre est déjà signé entre le gouvernement guinéen et une société américaine. Les groupes contractants sont en Guinée. Ils ont échangé avec les autorités du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire avant d'être conduits sur le domaine où doit être réalisée cette nouvelle ville. Ça, Martin Fancinadounou. Le site de Kassonia dans la préfecture de Koya, un domaine public de plus de 16 000 hectares, dont 4 000 composent la mangrove. Pour sa viabilisation, certains investisseurs se disent intéressés. Une délégation de contractuels étrangers est annoncée au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ce sont des groupes ghanéens, américains, chinois et indiens. Il prévoit la construction de 100 000 logements. Un groupe américain introduit par l'ambassadeur Mfamara Kouyaté signe déjà un accord cadre de 50 000 logements. Les partenaires présentent le schéma d'aménagement de la ville nouvelle de Kassonia. Ils coopèrent avec aussi sur le plan international avec des partenaires chinois. Il y a une grande compagnie qui a été achetée par les Américains. Donc pour eux, ces projets-là sont des projets qui vont changer les Guinéens. Ce sont des projets prioritaires. Les maisons, les hôpitaux et la question de l'eau, ce sont ces zones de prédilection. C'est pourquoi il est intéressé par ces projets. Avec tous ceux qui viennent de voir l'eau, la nature, on peut construire ici une très belle ville. Les enjeux d'un tel projet sont mesurés par les autorités en charge des domaines et de la construction. Déjà, les investisseurs annoncent la création de 250 000 emplois. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour nous. Mon appel, c'est vers les habitants, les villageois, ceux qui sont ici, qui sachent que ces projets-là, c'est à leur avantage. Non seulement ça permet de trouver la main-d'œuvre ici, mais aussi c'est une opportunité pour eux d'être bien logés. L'objectif d'une nouvelle ville et puis les amener et désengorger la ville de Conakry, construire des logements sociaux et puis toutes les infrastructures nécessaires. Selon les ingénieurs et les aménagistes du secteur, le site de Kassonia est 30 fois plus grand que la commune de Kaloum. Outre les 100 000 logements annoncés, le projet va réaliser des zones industrielles et administratives, mais aussi un pôle universitaire prévu sur 250 hectares, un pôle portuaire à travers la mise en place d'un port de pêche sur 300 hectares et un autre pour le développement du tourisme. Tenu de la toute première réunion d'approbation du projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnementales, le budget annuel 2022 a été présenté, examiné puis validé. Abdoulaye Ningilande Diallo. Au cours de ces dernières années, le développement du secteur minier a augmenté la production et a généré de nombreux avantages pour le pays. Cependant, en raison de l'exploitation mal planifiée des ressources, des impacts négatifs environnementaux et sociaux menacent les richesses naturelles de la Guinée. Pour réduire ces impacts, le gouvernement et la Banque mondiale ont mis en place un projet pour assurer la gouvernance dans le secteur des mines ainsi que la conservation, l'extension et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans les aires protégées. C'est un projet d'assistance technique en faveur des ministères des Mines et de l'Environnement en vue de renforcer leurs capacités et d'avoir un impact sur l'économie nationale en se servant de ces secteurs-là comme levier.
Au titre du plan de travail pour l'année 2022 de ce projet, 107 activités sont planifiées. Elles sont réparties entre le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'unité de gestion du projet pour un montant de plus de 14 millions de dollars, dont 80 000 financés sur les fonds de contrepartie du budget national. L'objectif recherché est de poursuivre les réformes déjà en cours, mais aussi de faire des réformes allant dans le sens du côté de l'environnement sur la préservation de la biodiversité, la restauration et la réhabilitation des sites d'exploitation. Ce projet découle de l'étude nationale des prospectives Guinée de Vision 2040 à travers le plan national de développement économique et social, dont le 4e pilier qui vise à promouvoir la gestion durable du capital naturel. Cette amélioration des bonnes pratiques couvre l'ensemble du territoire national et prendra fin en septembre 2027. Les acteurs du projet de développement rural aussi ont validé leur plan de travail annuel 2022, un plan qui sera mis en œuvre dans 3 préfectures de la Moyenne Guinée. Marouane Camara. L'agriculture est au cœur du développement. Pour booster les activités du secteur, les porteurs du projet de développement rural intégré se concertent. Les travaux consistent à valider le plan d'action de l'année 2022. Gawal, Koundara et Mali sont des zones ciblées. Nous engageons maintenant la vitesse supérieure du projet. Il est surtout axé sur les infrastructures, notamment les aménagements, les constructions des bâtiments et les pistes, etc. Appuyé maintenant par la production agricole. Le projet doit pouvoir créer de l'emploi pour 20 000 personnes. Le renforcement des aptitudes des producteurs est l'une des priorités du projet pour réduire les contraintes liées au développement du secteur agricole. Autre ambition, assurer la sécurité alimentaire pour faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest. On veut s'assurer que les projets sont gérés de façon efficace et que les décaissements atteignent les niveaux souhaités. Je suis convaincu qu'avec la coordination et le suivi qu'on est en train de mettre en place au niveau du ministère, les engagements du pays seront respectés sur ce plan-là. Si nous, en tant que paysans, nous avons compris que le gouvernement est en train de nous appuyer dans le secteur agricole, nous sommes très fiers. Surtout, le projet est en train de va faire le désenclavement des pistes, la construction des magasins, des aires de séchage et tout ce qui s'ensuit. D'une durée de 5 ans, le projet de développement agricole intégré va toucher 25 communes rurales. Le désenclavement des zones de production, la construction et la réhabilitation de 167 km de pistes rurales, plus l'aménagement de 2100 hectares de production sont annoncés. Faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest est l'une des principales missions donc du gouvernement guinéen et de ses partenaires. À Kindia viennent de se tenir les journées portes ouvertes sur les fertilisants du sol. Il s'agit des dernières techniques de maraîchage pour un rendement plus significatif dans un périmètre réduit. Yaya Silla pour plus d'explications. Guinée s'est engagée à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Pour ce faire, le secteur agricole, qui est au premier plan, s'emploie à relever ce défi en multipliant des initiatives. D'où cette journée porte ouverte sur l'expérimentation des fertilisants. On a élargi sur quelles sont les pratiques qui permettent d'exprimer le potentiel de cette semence, parce que avoir une bonne semence c'est important, mais si derrière il n'y a pas les bons soins qui sont apportés avec les bons fertilisants, avec les bons traitements, le potentiel ne pourra pas s'exprimer et on aura un peu gâché le potentiel de la variété. Et je suis vraiment satisfait aujourd'hui de voir tout ce monde venir, voir ces jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture venant de toutes les préfectures de la Basse-Guinée. Et ensemble, nous avons eu à discuter, échanger de ces pertinences qui sont aujourd'hui là. J'en suis vraiment satisfait. Grâce au partenariat entre l'entreprise Tidjane Agriculture et la Fédération des organisations paysannes filières maraîchères, la question d'intrants agricoles est de mieux en mieux résolue, même si les défis continuent à se poser. Nous avons pu constater certains obstacles qui font que l'agriculture guinéenne a du mal à décoller. Les producteurs utilisent des pratiques qui sont dépassées de très loin.
Deuxièmement, la Guinée est une zone où il pleut beaucoup. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'humidité. Donc il y a énormément de problèmes phytosanitaires. Le contrôle des maladies, le contrôle des ravageurs, ça c'est un autre problème. Et nous avons le problème de disponibilité des intrants de qualité. Cette journée donc nous a permis de connaître toutes les nouvelles technologies que Tidiane a appliquées sur ces sites d'apprentissage, mais aussi et surtout échanger avec ces deux experts de Technicem et de SAS d'Espagne sur les bonnes semences, sur les bonnes pratiques agricoles, surtout en maraîchage. L'initiative de la journée porte ouverte sur les engrais, foliaires et cristaux est vivement saluée par le département de l'agriculture et de l'élevage. Décalée d'une année pour cause de pandémie, l'exposition Dubaï 2020 a commencé le 1er octobre dernier pour finir le 31 mars 2022. La Guinée compte marquée par l'organisation de Guinea Investment Forum dans sa 2e édition. Les acquis et les attentes de la participation de notre pays à ce forum, c'est avec Abdul Karim Kamara. Depuis 3 mois, la Guinée possède un pavillon à l'exposition universelle 2020 de Dubaï. 60 jours après son ouverture, il a pu accueillir plus de 30 000 visiteurs de 51 nationalités différentes. Cette année, le pays entend marquer sa participation à cette exposition par la 2e édition du Guinea Investment Forum. Une plateforme créée dans le but de mobiliser les investisseurs publics-privés ainsi que les experts de différents secteurs. L'une des ambitions, c'est déjà de faire la promotion de la Guinée, montrer à la face du monde c'est quoi la Guinée. À date, je peux vous dire qu'on a pu mobiliser 800 millions de dollars de la part du secteur privé d'intention de financement et plus de 2,5 milliards de dollars de projets publics en fait, qui peuvent être présentés aux investisseurs du monde entier. Guinea Investment Forum se tiendra du 12 au 14 février 2021, selon le constat des Émirats Arabes Unis, pays hôte de l'événement. Plusieurs pays participants s'inspirent déjà du savoir-faire guinéen lors de la première participation du pays. La différence est que, selon ma compréhension, la Guinée est plus vue par rapport aux autres pays là-bas, parce qu'il n'y a plus d'opportunités d'investissement ici en Guinée qui peuvent attirer les investisseurs émiratis pour venir ici en Guinée. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a toujours soutenu le secteur privé. Donc le gouvernement se met à la disposition du secteur privé afin que notre pays, la Guinée, puisse être au rendez-vous de tout ce qui est industrialisation, de tout ce qui est agro-industriel, la transformation. Donc il faut aller chercher les investisseurs. Avec 5 millions d'hommes d'affaires attendus, l'exposition de Dubaï compte 192 pays participants. Pour atteindre les objectifs de son agenda, le commissariat général de Guinée Exposition a défini 3 axes de travail basés sur sa stratégie, ses ambitions et ses réalisations. Et puis ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre des Infrastructures et des Transports informe les usagers de la reprise des travaux de construction de la route Kankam-Mandiana, fleuve Sankarani. Cela grâce à l'engagement du Premier ministre et à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Eu égard au long délai enregistré dans l'exécution du projet, le ministre des Infrastructures et des Transports souhaite ardemment que cette reprise soit la bonne et souhaite voir achever ces travaux conformément au délai prévu en fin décembre 2022. Le ministre lance un appel aux autorités et aux populations des zones impactées par le projet d'apporter toute l'assistance nécessaire à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux et sait compter sur l'esprit de civisme des uns et des autres, signé le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow. Je vous le disais dans les titres, l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Massanta est dans un piteux état. Le chantier de reconstruction est à l'arrêt depuis des mois. Les étudiants de cette école professionnelle suivent actuellement leurs cours sous des hangars. Un constat amer qui indigne le nouveau préfet. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Voici le chantier de l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Massanta.
Démarrés en 2020 pour un délai d'exécution de 9 mois, les travaux peinent toujours à cause de la mauvaise gestion. Selon les informations, l'entreprise contractante ne s'est jamais présentée sur le terrain depuis l'acquisition du marché. Par ricochet, l'exécution ne se fait pas conformément au cahier de charges par la sous-traitance. NAE, CAPP, l'entreprise Capital a reçu 22 infrastructures à rénover. Dans les 22 infrastructures à rénover aujourd'hui, il y a 3 qui n'ont pas été couvertes. Ils n'ont eu que les IPN sur leurs choses. Les autres 19 ont été couvertes, mais ça n'a pas continué. Le jour d'aujourd'hui, vraiment, même celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle ingénierie par rapport au bâtiment, dès qu'on vous dit aujourd'hui quel est le taux d'avancement de ce chantier, il ne vous dira pas 50%. En attendant la fin improbable des travaux, ce hangar de 3 pièces sert de salle de classe pour les étudiants de l'ENAU et de CAPP de Massanta. Un constat amer pour le nouveau préfet. Mes réactions sont très amères. Le montant est colossal par rapport aux travaux qui ont été faits. Une entreprise qui vient travailler et qui colmate comme ça, il s'en va. Et sans poursuite rien, c'est vraiment quelque chose que l'État doit prendre sa responsabilité par rapport à ça. Les élèves qui sont là, ils n'ont même pas où étudier. Ils sont sur un hangar à laquelle ils étudient. C'est vraiment pitiable. Parce qu'ils ont soucié de leur avenir. Ils ne pouvaient pas rester à la maison. On a choisi un plein air, faire un petit hangar pour que l'école reste. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ceux qui ont bouffé cet argent-là, qui soit aussi vraiment poursuivi pour que vraiment l'école redémarre. Créée en 1956 sous l'appellation de cours normal de Massanta et devenue École nationale d'agriculture et d'élevage en 1985, cette école professionnelle risque de fermer les années à venir si l'État ne prend pas ses responsabilités. Du côté de Guékédou, les victimes d'inondations ont reçu du matériel didactique, informatique ainsi que des fournitures scolaires. Un geste pour permettre aux enfants de ces de catastrophes naturelles de bien étudier. Ça, un marathon. À 677 km de Conakry, la ville de Guékédou. À la saison des pluies passées, plusieurs quartiers de la commune urbaine et Koundoulé-Ngou ont victimes d'inondations. Les eaux avaient causé d'importants dégâts matériels dans 7 établissements scolaires. Pour faciliter l'apprentissage des enfants, l'UNESCO apporte du matériel didactique et informatique et des fournitures scolaires aux écoles victimes de ces phénomènes météorologiques. L'institution scolaire fait partie des piliers de l'UNESCO. À travers l'éducation, nous avons attiré l'attention des autorités de l'UNESCO, Paris, qui de façon magnanime ont répondu favorablement à notre requête pour apporter cet appui symbolique aux établissements scolaires victimes de ces inondations. Ce geste, qui n'est pas le premier de l'UNESCO pour cette localité, réconforte les autorités préfectorales de l'éducation. Ce que nous recevons aujourd'hui en faveur des écoles vient à point nommé, en ce sens qu'elle contribuera à réparer ces nombreuses pertes de matériel dont ces écoles sont victimes pendant les inondations. Ça ne nous surprend pas car depuis 2014, UNESCO est représenté à Guékédou par 2 clubs UNESCO, le collège Bambo, le lycée Bambo et par une école associée qu'on appelle le lycée-collège de Fangmadou. Nous bénéficions des séminaires, des animations pédagogiques. Beaucoup d'activités de l'UNESCO sont orientées à Guékédou. Avec cet appui de l'UNESCO, les écoles bénéficiaires promettent mieux travailler afin de produire de bons résultats aux examens nationaux à venir. Inclusion sociale, le projet Wouri Guinée poursuit ses consultations après la phase de dissémination. L'ensemble des partenaires techniques et financiers se sont réunis pour discuter de l'opérationnalisation de toutes les questions liées à l'identification biométrique de la population. Ousmane Bangoura, reportage. Koya, la cité de Mangakoyo, située à 50 km de Conakry. Ici, le groupe Wouri Guinée mobilise ses partenaires pour discuter de l'opérationnalisation de toutes les questions liées à l'identification unique de la population. Après la phase de dissémination, l'heure est à la mutualisation des efforts.
Une des recommandations de l'atelier, c'est d'amplifier et de continuer ces moments de rencontre et d'échange pour qu'ensemble, nous construisions des synergies d'action et de mutualisation des interventions pour que nous ayons plus d'efficacité et d'efficience dans les réflexions et surtout dans les actions que nous posons en faveur de la protection sociale en Guinée. Et le fait que nous nous retrouvions aujourd'hui permet d'harmoniser le travail, que le travail soit un travail vraiment commun, que les efforts ne soient pas dispersés et dans un but in fine qu'on ait des données qui pourront servir à tous ces acteurs. La pérennisation de telles rencontres devrait permettre aux acteurs de mieux engager les Guinéens dans ce processus. J'ai retenu qu'il y a effectivement matière à travailler, que les besoins de développer des synergies entre les différentes bases, entre les différents systèmes de numérisation en Guinée, qu'il y a matière à travailler pour que toutes ces bases-là se mettent ensemble. Et c'est là ce qui développe la synergie nécessaire pour qu'il y ait un processus de complémentarité s'installe. On s'est rendu compte que la Banque mondiale, qui est le principal partenaire technique et financier pour tous les projets concernés, mais il se trouve que dans leur intervention, ces projets arrivent à avoir les mêmes cibles, à faire les mêmes choses. Chaque projet arrive à créer de son côté des bases de données. Donc il est difficile de coordonner tout ça. Donc pour cela, on a essayé d'organiser un atelier pour mieux coordonner les différentes activités. L'engouement suscité au sein des communautés est grand. Pour ce faire, les acteurs et l'ensemble des partenaires techniques et financiers accordent du prix à ce projet d'intérêt national. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel des activités du projet Santé à Sansani, du consortium du Club des Amis du Monde et de ses partenaires. C'est pour appuyer les nombreux projets et programmes en faveur de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents de Guinée. Ali Badara Kondi. L'implication et le renforcement de la capacité citoyenne des jeunes dans l'action publique en Guinée, c'est l'orientation du projet Santé à Sansani à l'occasion de son lancement officiel. Il est initié par le consortium du Club des Amis du Monde et ses partenaires. Il est financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé avec l'appui technique d'équilibre et population pour un coût global de 256 000 €. L'objectif visé par ce projet, c'est de mobiliser les décideurs et influenceurs et les jeunes en vue de participer à la gouvernance sanitaire du pays. Donc à cet effet, il renforcera les compétences des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive pour réaliser des actions de plaidoyer. À travers ce projet, les parents seront amenés vraiment à dialoguer avec les enfants, à parler de la sexualité à ces enfants. C'est vraiment nécessaire dans l'éducation de nos enfants, de nos filles. Le projet Santé à Sansani vise à renforcer la capacité des jeunes à mieux comprendre et revendiquer leurs droits en santé sexuelle et reproductive en Guinée. Pour cela, le projet s'appuiera sur 3 axes principaux. Le projet s'est fixé et 3 axes prioritaires. C'est la mobilisation des influenceurs et décideurs en faveur de la participation des jeunes et adolescents en matière de droits sexuels et reproductifs. Elle vise, à travers des actions de mobilisation et de plaidoyer, à rappeler les engagements existants auprès des influenceurs et les décideurs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ce projet de mobilisation Santé à Sansani. Enfin, de permettre aux jeunes de s'impliquer davantage dans la promotion de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. À travers ces 3 axes, ce projet viendra appuyer les nombreux programmes et projets de santé sexuelle et reproductive liés aux adolescents et des jeunes qui existent en Guinée. Rétablir la confiance entre les Guinéens et leurs leaders religieux est l'une des priorités de l'actuel secrétaire général aux affaires religieuses. Pour commencer, il a entamé une tournée de sensibilisation dans les mosquées et les églises pour rappeler aux religieux leur rôle dans la promotion de la paix pour une transition apaisée. Fatoumata Batouli Diallo, Daouda Tabansila.
Le secrétaire général aux affaires religieuses est déterminé pour restaurer le vivre ensemble, sans distinction d'ethnie et de religion entre les citoyens guinéens. Dans les églises, tout comme dans les mosquées, des orientations sont faites sur comment doit se comporter un leader religieux. Les orienter, comment nous pouvons ensemble valoriser nos édifices religieux. Il faut faire en sorte que les imams soient très bien avertis et les imams puissent définir ensemble une stratégie de communication, un plan d'action afin que nous puissions ensemble couvrir toute l'étendue du territoire en véhiculant les messages de paix, en promouvant la paix et en luttant ensemble contre toutes sortes de comportements physiques ou verbaux susceptibles à diviser les Guinéens. Dans la sensibilisation et la promotion de l'unité nationale, l'implication des sages, les prêtres et les imams est nécessaire. Si on veut parler de la réconciliation, de la paix dans le pays, il faut passer par les sages, les imams, les conseils, les confessions religieuses. Parce que eux, chaque jour, ils rencontrent leur population 5 fois par jour. Donc, ils sont mieux placés pour faire la sensibilisation, pour sensibiliser la population, pour les faire venir à la raison. Les lieux de culte sont des cadres appropriés non seulement pour transmettre des messages liés à la foi, mais aussi ceux de paix et de réconciliation. Prêtres et imams sont à cet effet des personnes ressources pour la sensibilisation et l'éducation des fidèles qui leur témoignent respect et confiance. Décembre, le dernier mois de l'année, connu pour son atmosphère festive, et ce, chaque année en Guinée et partout ailleurs dans le monde. Ici à Conakry, nos reporters Mariam Kamara et Lansana Bissiri Bangoura ont fait un tour pour vous faire revivre cette réalité. Suivez leur reportage. Entre les préparatifs des festivités de Noël, de fin d'année et l'accueil du Nouvel An, le mois de décembre suscite depuis toujours un engouement chez les populations. À Conakry, la capitale est animée ça et là. Des lieux de loisirs sont pris d'assaut par les familles venues profiter de ces moments de joie. Le caractère religieux n'est pas toujours celui qui est attribué à ce mois. Cette période est célébrée par tous. Vous savez, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est pas juste les chrétiens. On le fête d'ailleurs plus que les chrétiens. Les chrétiens, en général, ils sont à l'église à Noël pendant que nous sommes en train de faire la fête. C'est un moment aussi où on a beaucoup de vacanciers. Je pense que c'est l'un des rares moments où on peut profiter tous ensemble. Parce que ça trouve qu'ils sont en vacances et nous aussi on est en vacances. Cette atmosphère de fête qui envahit les populations a diverses raisons. Les causes varient d'une personne à une autre. Pour les élèves par exemple, la raison est toute simple. Depuis la rentrée, on travaille dur. À ce mois de décembre, on nous donne des congés, c'est super. Conakry en cette période se refait une beauté. Les routes sont illuminées et les différents carrefours aménagés. Au coucher du soleil, pour l'occasion, la ville de Conakry arbore sa magnifique robe scintillante pour séduire ses populations. Vraiment, je suis très contente et c'est une première fois pour moi déjà parce que moi je ne vis pas déjà ici. Je suis vraiment amoureuse de la ville de Conakry la nuit parce que là, l'éclairage partout. Je suis vraiment séduite. Jusque tard dans la nuit, les rues de la capitale ne désemplissent pas. Les fêtes de fin d'année se préparent avec engouement. Le mois de décembre est mis à profit par beaucoup pour clôturer une année qui se termine. Place aux résolutions pour l'année 2022. Un mot de sport dans ce journal. Batouli Kamara, la capitaine de l'équipe nationale féminine de basketball, a réalisé un terrain de basket dans l'enceinte du lycée Donka. Elle a pu matérialiser ce projet à travers sa structure Wake Up Woman. Se trouvant aux États-Unis, l'infrastructure a été remise aux encadreurs du lycée Donka en présence du ministre des Sports et certains de ses cadres. Abdoulaye Diallo. Ce terrain est un plus pour la promotion du basketball au collège et lycée Donka. L'infrastructure devrait permettre aux élèves de cet établissement scolaire de mieux s'exprimer avec la balle au panier. Le don de Batouli Kamara est apprécié à sa juste valeur. Nous disons un très grand merci à M. Mamadi Konaté et à Mme Batouli Kamara, ainsi qu'à tous leurs donateurs pour avoir doté le lycée et collégien Donka d'un magnifique terrain de basketball qui nous permettra désormais d'apprendre à jouer au basket en toute sécurité, à l'abri de la poussière, tout en consolidant les acquis des cours
que nous recevons sur le plan de l'enseignement-apprentissage. Cette initiative, qu'on puisse responsabiliser la jeunesse pour qu'ils puissent vraiment atteindre un but non lucratif par rapport à l'éducation via le sport. Cette surface de jeu répond aux dimensions recommandées pour un match de basketball sur le plan national. Elle donne également une image attrayante à ce temple du savoir. C'est d'inviter les professeurs du sport lycée Donka de commencer le travail avec des jeunes pour qu'il y ait un travail à long terme. Sur 3 à 4 ans, on peut avoir de bons basketteurs. Mais j'invite aussi la direction des 2 écoles et de bien entretenir ce terrain parce que c'est un bijou pour Donka. Les donateurs sont à féliciter. Celui qui a fait ce geste, s'il a les moyens, croyez-moi qu'il fera plus. Messieurs, nous vous remercions et rassurez-vous que la porte du département de l'enseignement pré-universitaire vous est ouverte. C'est le deuxième geste de la donatrice en termes d'infrastructure pour ses compatriotes après le terrain de l'université de Victor Hugo dans la commune de Matoto. Et on en vient à l'accueil chaleureux accordé à Miss Saramba après le report de la 70e édition du concours Miss Monde pour cause de Covid-19 aux États-Unis. Saramba a regagné Conakry hier soir. Celle qui a représenté la Guinée à ce prestigieux concours mondial a été accueillie par une foule en extase à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, comme si elle était déjà couronnée Miss Monde. Mikini Moussa Kamara, Fatoumata Kourouma. Initialement prévue du 21 novembre au 16 décembre 2021, la 70e édition du concours international Miss Monde se tiendra finalement à partir du 16 mars 2022 au Porto Rico, aux États-Unis d'Amérique. Les raisons de ce décalage sont liées aux multiples cas de Covid-19 enregistrés chez les candidates et dans l'organisation. Notre pays a été représenté par Néné Mariama Saramba, deuxième dauphine de Miss Guinée 2019, qui est de retour à Conakry. L'ambassadrice de Conakry, capitale africaine du livre, salue le soutien de sa patrie. J'ai un message profondément sincère à l'endroit de tout citoyen guinéen, à commencer par le chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, sans oublier bien sûr notre très cher Premier ministre, tous les membres du gouvernement, toutes les personnes qui ont aidé de quelque façon que ce soit à ce projet qui est le nôtre, parce que encore une fois ce n'est pas Saramba qui se manifeste là-bas, c'est la Guinée. Donc merci beaucoup d'avoir montré à la face du monde que nous sommes capables lorsque nous sommes unis. Et il y a eu un coaching et tout, voilà, elle s'est fait remarquer et voilà, aujourd'hui son parcours parle de lui-même. Voilà, c'est une fille intelligente, très humble, bien éduquée. Je pense que, et ça c'est une qualité que beaucoup de jeunes filles ont en Guinée ici. Et inculquer la bonne éducation, c'est dans les gènes de la population guinéenne. Donc Sarah n'est pas seule. Je sais qu'il y a des Sarah quelque part aussi et qu'on pourra, j'espère avec le temps, sortir de l'ombre. En attendant la reprise de cette compétition, la Miss Guinée-Canada 2014 compte développer des projets liés à l'éducation, la santé mentale, les droits des femmes et des enfants. Des projets soutenus par le gouvernement guinéen. Le président a accepté qu'on donne 50 000 $ à sa comme contribution pour l'accompagner. Donc c'est un message d'espoir qu'il veut donner à la jeunesse guinéenne pour dire que lui, avec l'effort, le gouvernement sera là pour les accompagner. Cette fille de 26 ans est un produit de l'Université d'Ottawa en Ontario au Canada. Option sciences commerciales. Néné Mariama Saramba s'est révélée en 2009 comme Miss du complexe scolaire Saint-Georges. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.